Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. La série des rétrospectives 2023 se poursuit et aujourd'hui nous allons parler de sport. Parmi les faits les plus marquants, l'annonce de l'organisation du Mondial 2030, un mondial pas comme les autres car il s'agit du centenaire de la Coupe du Monde. Le Maroc va également organiser la CAN 2025. Sacre de l'équipe olympique en Coupe d'Afrique U23, arrivée des U17 en quart de finale de la Coupe du Monde en Indonésie, le bilan des clubs dans les compétitions continentales ou encore le mondial de football féminin, toutes donc des prouesses sportives notamment donc les disciplines de la boxe et de l'athlétisme. Rétrosport 2023, un bilan donc positif, c'est de ce bilan que nous allons discuter ce soir avec nos invités. Donc avec nous, Monsieur Aziz Daouda, vous êtes directeur technique et du développement de la CAA. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Avec nous également Monsieur Amine Birouk, vous êtes rédacteur en chef donc, à Radio Mars. Bonsoir. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Monsieur Anas Bahar, vous êtes journaliste sportif à Foot Mercato. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nassim El-Kerf, qui est journaliste sport au desk, nous rejoindra un peu plus tard dans cette émission. Donc, je vais commencer par un tour de table. On ne va pas parler du Mondial 2030, qui est l'événement phare donc, de cette année, mais j'aimerais vous demander à chacun le top 3 des faits marquants pour vous en termes de sport. Je commence avec vous, Monsieur Daoudasso. Je pense que c'est la médaille d'or de Brkali au championnat du monde, parce que c'est le titre le plus, disons, du point de vue hiérarchique le plus élevé qu'on ait eu cette année. Et cette médaille est d'autant plus importante parce qu'elle vient après une série de 5 victoires dans les grandes finales auxquelles il a participé ces derniers temps. Donc c'est une consécration qui prouve encore une fois que cet athlète est d'un très haut niveau. Alors après, il y a peut-être certainement, enfin, je pense, la demi-finale de l'équipe nationale de football. Et il y a pour moi la finale des féminines en CAN. Je pense que c'était un bon résultat au vu du fait que le football féminin est quelque chose d'assez récent. En fait, ça a commencé dans les années 80, mais malheureusement, les fédérations qui se sont succédées ne lui avaient pas accordé l'importance qu'il fallait. Aujourd'hui, que la fédération est en train de le prendre au sérieux, et c'est ce qu'elle fait, les résultats commencent à se réaliser. Et je pense que cette finale en Cannes veut dire beaucoup de choses pour l'avenir du football tout entier, pas uniquement féminin, mais pour le football tout entier. Très bien. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué une finale avec les garçons, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Ça encouragera en tout cas les jeunes femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui. Elles étaient là, mais c'est l'intérêt pour cette pratique qui n'était pas là. Mais les jeunes filles ont toujours été là. Elles sont là, elles seront là demain, elles seront là dans 100 ans, elles seront là toujours. Elles ont toujours été là, mais c'est qu'on n'accordait pas d'importance à cette activité physique. Une activité donc qui a marqué l'année 2023. Monsieur Amine Birouk. Alors pour l'année 2023, je pense qu'on va sortir un peu de notre monoculture footballistique pour parler de 2 disciplines. L'athlétisme avec Brkali, parce qu'il a été champion du monde du 3000 mètres steeple pour la 2e fois d'affilée. Un record. Et il brigue surtout un record, celui d'être médaillé d'or au JO de Paris dans quelques mois. Ce serait le premier Marocain à garder son titre olympique. Il y a Khadija El Mardi, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'elle. Elle revient d'une maternité, elle loupe les Jeux olympiques de Tokyo, et elle est 2 fois championne du monde en ayant perdu près d'une 30aine de kilos pour pouvoir s'installer dans une catégorie olympique, c'est les moins de 75 kilos. Et puis, il y a tout le football, parce que le football aujourd'hui, c'est un pack complet, avec non seulement les remous après la Coupe du Monde de 2022, cette demi-finale, puisqu'il fallait confirmer, et ça a été fait dans les différentes catégories, U23, U17 et les féminines, qui sont devenues la première nation arabe à passer le cut du premier tour en Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que ça augure de belles choses pour l'avenir du football féminin, qui est une réalité. Il y a un travail d'envergure qui est produit par la fédération, avec notamment Sport-Études à Mamoura pour les jeunes filles. Et il y a également tout le travail de scouting, de découverte de jeunes pépites marocaines résidentes à l'étranger, que ce soit chez les jeunes messieurs ou chez les dames, qui sont
censé apporter ce petit plus qui nous manquait il y a quelques années. Ces pépites féminines dont vous parlez justement, qui sont à l'étranger, qui sont dans des clubs et qui disposent de la nationalité marocaine, qui ne voyaient pas de futur des fois, justement dans le fait de jouer dans l'équipe nationale de Sa Majesté marocaine. le roi Mohamed VI, qui a permis que le Marocain puisse acquérir la nationalité via la mer. Aujourd'hui, le code de la nationalité, tel qu'il a été amendé, permet de récupérer beaucoup de jeunes dont les mamans sont marocaines, qui sont binationaux et qui sont aujourd'hui disposés à défendre les couleurs du Maroc, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Tout à fait. Et vous, monsieur Anas Bkhar, que pouvez-vous nous dire sur votre top 3, vos 3 coups de cœur de l'année? 3 coups de cœur de l'année, pardon. Je commencerai par l'équipe féminine quand même qui a confirmé un peu sa première après la première finale de Coupe d'Afrique qui avait été organisée à domicile. Ce qui avait été intéressant aussi de noter, c'était la grande affluence dans les stades, notamment justement à Rabat, où les Marocains ont pu venir supporter cette équipe féminine, ce qui leur a permis notamment d'aller jusqu'en finale de la compétition et de confirmer derrière en Australie et en Nouvelle-Zélande lors de la dernière Coupe du Monde. En deuxième position, forcément, si on parle de champion du monde, on est obligé de parler de Sofiane Boukhali et Khadija Al-Mardi, que je mets un peu les deux parce que c'est vraiment une consécration mondiale et internationale pour des sports. On n'attend pas forcément peut-être le Maroc, mais qui a réussi à développer ce travail-là tout au long de ces dernières années. Et pour la troisième, je mettrai la victoire des U23 lors de la Coupe d'Afrique, là aussi organisée au Maroc. Donc de voir une équipe de jeunes comme ça, surtout de joueurs qui viennent de gros clubs quand même à l'international. On a parlé du Barça, on a parlé aussi, il y avait aussi le Stade Rennais avec Ibrahim Salah, si on parle aussi du Barça avec Shadi Riyad, Abdessamad Zelzouli, de voir aussi que des joueurs, des pépites comme ça, qui jouent dans des clubs du top 5 européen, des 5 grands championnats européens, puissent aujourd'hui défendre ces couleurs des U23 et de voir aussi qu'il peut y avoir aussi un passage de cap avec la sélection A, comme on l'a vu, que ce soit avec Zelzouli, que ce soit également avec Bouchouari, qui a également pu goûter en tout cas au rassemblement des A sous les ordres de Walid El-Gragui. Vous êtes donc tous les 3 plus ou moins d'accord, hein. Les 3 grands coups de cœur, ce serait donc les U23, le mondial féminin, donc aussi athlétisme, Sofiane Boukhali et notre boxeuse championne Khadija Al-Mardi. Je reste avec vous, monsieur Bkhar. Parlons maintenant de ce mondial de 2030, tout ce qu'il implique pour le Maroc, cette organisation du mondial. C'est enfin une récompense. On l'attendait au Maroc après l'échec. Je pense même pas qu'on puisse parler d'échec pour la Coupe du Monde 2026, tant la candidature était solide, était saluée par Gianni Infantino à l'époque lorsqu'il avait visité les infrastructures marocaines déjà préparées pour la compétition. Malheureusement, le trio nord-américain avait raflé la mise avec, je crois, 2/3 des votes. On rappelle aussi qu'il y avait eu un coup de pression de la part de Donald Trump sur les pays quant au vote finaux, mais finalement, enfin, de voir le Maroc organiser une grande compétition internationale avec l'Espagne et le Portugal, ce qui permet aussi de confirmer un peu justement cet apaisement entre l'Espagne et le Maroc au niveau diplomatique, parce qu'il y a eu aussi des questions de diplomatie qui avaient été remises en cause lors des dernières années. Et quand on voit cet apaisement-là et cette candidature commune pour le Mondial 2030, ça prouve aussi que le Maroc arrive à vraiment justement apaiser ses relations diplomatiques avec les pays voisins. Mais en tout cas, ce Mondial 2030 est une grande récompense pour le Maroc. On voit déjà que les infrastructures étaient prêtes déjà pour 2026, donc ça veut dire qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour 2030. Alors après avoir aussi, il y a la question de voir des matchs d'ouverture organisés en Uruguay, en Argentine et en Paraguay, parce que pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde 1930 qui avait été organisée et remportée par l'Uruguay. À voir aussi, parce que soi-disant, ils voudraient des matchs supplémentaires à organiser, mais pour le moment, l'Espagne, le Portugal et le Maroc restent des maillons importants de cette Coupe du Monde-là, et le Maroc ne va pas se laisser faire, parce qu'on a déjà entendu que Fawzi El-Rjah voudrait organiser la finale de la Coupe du Monde, pourquoi pas avoir dans le grand stade de Casablanca. On verra déjà les avancements de ce projet-là, mais en tout cas c'était vraiment un début de projet très très intéressant et très prometteur pour le Royaume.
Donc, tout à fait, nous avons M. Nassim El-Kelf qui nous a rejoint. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Amine et bonsoir Aziz et merci de votre accueil. On était donc en train de parler de ce mondial, l'organisation du mondial 2030, mais nos 3 invités nous ont donné leurs 3 coups de cœur pour l'année, excepté le mondial. On aimerait écouter aussi vos 3 coups de cœur, votre top 3 des faits marquants sportifs de cette année. Je pense qu'on va être plus ou moins d'accord sur le top 3. Je pense que dès qu'il s'agit de médaille d'or ou de première marche du podium, on est tous d'accord. Je pense que le premier coup de cœur de cette année était pour moi Sofiane Boukhali, déjà, qui confirme sa position de leader aujourd'hui et de dominateur de sa distance. Et puis on a l'équipe nationale U23 et bien sûr l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde, je pense 2030. C'est un fait marquant et qui marquera sûrement l'histoire du sport marocain. On avait dit mis à part la Coupe du Monde. Mis à part la Coupe du Monde 2030, on restera aussi sur l'avancement moi je dirais que c'est l'avancement de tout ce qui est formation au niveau footballistique marocain. On avance à grands pas et ça fait toujours plaisir de voir des jeunes talents formés au Royaume briller ailleurs. Ça me fait vraiment plaisir. Des jeunes talents donc formés au Maroc. Je me tourne vers vous, Monsieur Daouda, toujours concernant ce mondial 2030. Un mondial donc qui était attendu, pour lequel on s'est préparé et on est aujourd'hui prêt, n'est-ce pas? Oui, moi j'ai eu le plaisir et le privilège de participer à la première candidature du Maroc. J'étais un de ceux qui avait fait le premier dossier de la première candidature et de la seconde. Et donc, ça remonte à il y a très longtemps déjà. Et obtenir cette Coupe du Monde après 6 tentatives, en fait, c'est comme si on s'était acharné sur ça. Mais en fait, moi, je pense que c'est un signe du destin. Le bon Dieu a voulu qu'on ne fasse pas une Coupe du Monde comme les autres, et qu'on fasse la Coupe du Monde du centenaire. Et c'est d'autant plus prestigieux que de savoir, puisque cette Coupe du Monde, le centenaire, il va falloir attendre 100 années après, donc dans 106 ans exactement, pour avoir un deuxième centenaire. Vous vous rendez compte que ça va être un événement historique, ça va se passer sur 3 continents, du jamais vu, avec un nombre d'équipes qui va être expérimenté lors de la prochaine Coupe du Monde, mais disons, c'est là qu'on va voir véritablement, parce qu'il va y avoir des ajustements et des réajustements pour les qualifications, etc. Donc une Coupe du Monde inédite, pour une occasion inédite aussi, qui est le centenaire. Et sur 3 continents, je ne pense pas que ça puisse se répéter au moins avant au moins une 50aine d'années. Donc une Coupe du Monde qui sera inédite, Inch'Allah, dans les prochaines années. Il ne reste plus longtemps. Monsieur Amin Birouk, que pouvons-nous dire aussi sur l'organisation de la CAN 2025 ? Ce sera un avant-goût de Coupe du Monde. Puisque les 2 organisations ont été attribuées à une semaine d'intervalle. C'était 2 mercredis, donc il faut quand même voir un signe du destin. 2025, le Maroc récupère une candidature ou une organisation, puisque c'était la Guinée qui était destinée à l'organiser. Et une nouvelle fois, on remarque que le défaut d'infrastructure, le manque de gouvernance sur certains pays, fait que nous sommes toujours le recours obligatoire et que nous sommes toujours à la disposition de l'Afrique et du football africain. Donc le Maroc s'est porté candidat et le Maroc a bénéficié de l'unanimité des votes, des suffrages des membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'était pour donner un coup de boost à l'organisation ou la candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde. Et nous avons vécu une semaine très heureuse en matière, d'attribution d'organisation. Aujourd'hui, les infrastructures existent. Certaines sont en cours de relifting, d'autres suivront le même process dans les prochains mois. Je pense au complexe Mohamed V de Casablanca, au grand stade de Marrakech, d'Agadir, au complexe sportif de Fès. Et nous verrons peut-être la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. C'est le challenge que nous nous sommes posés. La barre est très haute et ce sera peut-être le tremplin nécessaire pour pouvoir réussir une bien meilleure Coupe du Monde en 2030 avec nos partenaires espagnols et portugais. La plus belle Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde historique. Monsieur Nassim El-Kelf, votre commentaire sur ces 2 organisations, ces 2 événements? Moi, si j'ai choisi justement la formation plutôt comme coup de cœur plutôt que l'organisation ou l'obtention de l'organisation, c'est parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Amine, on a des infrastructures, mais on a des infrastructures qui marchent. On a longtemps eu des infrastructures vides,
C'était des coquilles vides qui ne produisaient pas grand-chose. Aujourd'hui, on a des infrastructures qui marchent. Donc, cette attribution d'organisation, que ce soit au niveau de la CAN, comme a dit Amine, une semaine d'intervalle, donc on n'a même pas eu le temps d'arrêter de fêter la première, qu'on a eu la deuxième, ça fait quand même plaisir. Mais c'est une suite logique, parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont cette fois. On a vu la production locale, ce qu'elle est capable de faire. On a vu ce que le football représentait pour les Marocains et pour cette nation-là. Et aujourd'hui, on recueille on a enfin les premiers fruits des années de travail qui ont précédé, parce qu'il y a eu vraiment du travail sérieux. On a vu des gens commencer à zéro et arriver grâce au tremplin que l'académie Mohamed VI, par exemple, a pu leur octroyer. On a vu de bien belles choses dans le football marocain, on a vu des réussites. Et puis aujourd'hui, je pense que cet octroi d'organisation, c'est une suite logique et je pense que c'est mérité pour une fois, parce qu'on n'y va pas juste avec des concepts, on n'y va pas avec des maquettes, mais on y va avec du concret. Et voilà, je pense que c'est mérité. Une organisation donc méritée. Monsieur Anas Bkhar, que pouvez-vous nous dire sur l'organisation de la CAN 2025, les attentes aujourd'hui? Comme l'ont dit déjà mes collègues sur le plateau, forcément, on s'attend à une grande fête sportive, notamment en Afrique. Malheureusement, la Guinée, on l'a dit, n'a pas pu l'organiser en raison d'un coup d'État qui même s'était déroulé lorsque l'équipe du Maroc était présente sur place. À l'époque, c'était sous les ordres de Walid Alilodzic à l'époque. Mais aujourd'hui, on voit que le Maroc, on l'a dit, recours obligatoire. La CAF revient toujours vers le Maroc pour organiser ce genre de compétition. Elle était déjà revenue vers le Maroc pour organiser des matchs d'éliminatoires, que ce soit éliminatoire de la CAN ou de la Coupe du Monde. Plusieurs sélections ont trouvé refuge au Maroc pour pouvoir jouer leurs rencontres respectives. Et forcément, de se dire qu'on va organiser la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, ça prouve à quel point le projet marocain, le projet sportif marocain d'envergure est très sérieux, ce qui peut lui permettre aussi, pourquoi pas, on peut rêver, ça peut nous permettre derrière de penser à des championnats du monde dans d'autres disciplines, ou même les Jeux Olympiques, pourquoi pas, mais en tout cas, ça reste un très très bon début de voir que la CAN va être organisée ici. On rappelle, 10 ans après, il y avait eu un refus d'organisation en raison du virus Ebola, qui avait malheureusement coûté au Maroc même la participation à la compétition, et de voir aujourd'hui que le Maroc est une scène très importante dans les infrastructures sportives africaines. On ne peut qu'être fier en tout cas de cette décision prise. Donc être fier de cette décision prise. Je me tourne vers vous, monsieur El Krf, l'équipe nationale qui a terminé l'année est classée 13e par la FIFA. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? On peut dire on a enfin brisé le signe indien, déjà en Coupe du Monde. On avait du mal à repasser. Déjà, on avait du mal à revoir cette Coupe du Monde entre 1998 et 2018. On a redécouvert le goût du grand football et du main stage, comme on dit. Et après, je pense qu'en 2022, c'était la consécration. Il aura fallu, comme a dit Aziz Daouda, un coup de pouce du destin. On était quasiment à la maison, au Qatar. Les supporters étaient là pour partager cette joie-là. Et cette équipe nationale a tellement donné d'émotions au peuple marocain entre novembre et décembre dernier, que quand vous m'avez posé la question concernant la rétrospective, mon cerveau était toujours là-bas, donc j'ai failli dire l'équipe nationale. Donc il fallait qu'on se dise non, c'était en 2022. On vient de fêter l'anniversaire de cette épopée-là, et c'était tout juste exceptionnel. Je pense que la 13e place est méritée, on est au pied du top 10, et maintenant il faut continuer, parce que je pense qu'il n'y a pas de limite à tout ce que peut faire cette génération de footballeurs et celle qui arrive, toujours bien guidée par la bonne gouvernance, comme on a dit, et garder les mêmes principes, tout ce qui est formation, tout ce qui est travail sérieux et régularité. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on retombe dans nos travées, parce qu'on a vu aujourd'hui ce que le travail peut apporter. Et ça, c'est déjà très très bien, je pense. On attend donc beaucoup de cette nouvelle génération. Plusieurs autres exploits futurs. Monsieur Birouk, que pouvez-vous nous dire sur ces résultats, vous, de l'équipe nationale cette année? Tout d'abord, il fallait conserver cette position acquise après la Coupe du Monde au Qatar, c'est-à-dire de meilleures nations africaines. Donc on a fini l'année 2022 13e, on persévère et on garde cette 13e place, avec entre-temps de belles embellies, de belles éclaircies. Une victoire contre le Brésil en amical à Tanger, dans un stade qui sonnait les retrouvailles avec l'équipe nationale juste après la Coupe du Monde. Il y a eu aussi ce moment solennel où les joueurs
ont offert la victoire contre le Burkina Faso à Lens aux victimes je dirais, du terrible tremblement de terre de l'Haouz. Et puis aujourd'hui, le Maroc est attendu. Il ne faut pas se leurrer. Si on s'endort sur les lauriers de la Coupe du Monde 2022 ou d'une année 2023 sous le signe de la continuité, la remise en question se passera lors de la CAN 2024. Personne sur le continent africain n'imagine le Maroc en dehors du dernier carré de la compétition. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations avec un signe indien qui nous fuit depuis 1976. C'est-à-dire qu'il y a 2 générations de Marocains qui n'ont pas vu leur pays en finale gagner une Coupe d'Afrique. Il y a une génération qui n'a pas vu son pays en finale, parce que la dernière finale remonte à 2004, c'est-à-dire il y a à peu près 20 ans. Donc aujourd'hui, c'est le challenge que nous nous posons et c'est le défi que nous devrons relever dans des conditions qui sont totalement différentes de la Coupe du Monde au Qatar, là-bas en Côte d'Ivoire. Les attentes sont donc grandes. Monsieur Daouda, au vu des résultats de cette année, donc 2023, quelles sont les perspectives pour justement la CAN qui débute dans 3 semaines? Déjà, pour ce qui est du classement, vous savez, nous sommes 13e et peut-être que nous méritons plus. Parce que la façon dont se fait le classement FIFA fait que nous sommes handicapés. Parce que vous gagnez des points en fonction des adversaires que vous rencontrez. Quand on a rencontré de grands adversaires en Coupe du Monde, on a gagné beaucoup de points. Mais maintenant, dans les éliminatoires africaines, etc., nous rencontrons des pointures de moindre qualité. Et donc, nous gagnons beaucoup moins de points. Si on était européen ou quelque chose comme ça, on serait bien mieux classé que ça. On serait dans le top 10. Probablement, et facilement. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'avenir, bien évidemment, il y a la formation dont Sekrefa vient de parler, mais il y a aussi la mise en place de structures pour pérenniser le système. Parce que vous avez aujourd'hui une équipe nationale qui a été performante il y a 12 mois. D'accord ? Dans 2 semaines, nous allons avoir le 17, je pense, notre première rencontre de Coupe d'Afrique. Et à partir de ce jour-là, il va falloir... C'est une autre génération de joueurs, parce qu'on va avoir beaucoup de nouveaux joueurs, au vu malheureusement des blessés que nous avons, etc. Donc c'est une nouvelle génération de joueurs, c'est un nouvel esprit, mais c'est aussi une compétition à gagner. Parce que quand on est parti en Coupe du Monde, personne n'était parti pour gagner ou pour se retrouver en demi-finale. On allait en Coupe du Monde, on était bien déjà d'y être et on était heureux de ça. Aujourd'hui, l'Afrique et le monde nous regardent comme le favori de la Coupe du Monde. Et bien sûr, quand on entend Gragui dire oui, nous ne sommes pas le favori, etc., il y a d'autres favoris, etc., bon, c'est des éléments de langage. Mais la vérité, c'est que tout le monde nous attend en finale, au moins. Donc ça va être très compliqué, on va vivre des moments d'émotion très grandes. Et j'espère que les joueurs vont nous rendre heureux de nous retrouver en Côte d'Ivoire. Un nouvel exploit. Avec un nouvel exploit, parce que ça fait longtemps qu'on attend cette Coupe d'Afrique. Vous vous rendez compte, depuis 1976. Ça fait très, très, très longtemps. Ah ben, ça sera peut-être l'année, 2024. Alors, non, parce que ça va récompenser tous les efforts que nous déployons. Ça fait 10 années que nous sommes le premier investisseur en sport en Afrique. Le premier. Et les résultats sont là. De loin devant l'Afrique du Sud, de très loin devant le Nigeria, qui a quand même pratiquement 200 ou 250 millions d'habitants, etc. Donc, si on ramenait nos investissements en sport per capita, nous sommes de très loin. Nous arrivons pratiquement au même niveau que certains pays européens. Mais il faut que les résultats viennent. Il faut que cet investissement soit rentable. Soit rentable au niveau de la pratique, d'abord, de tous les jours. Or, malheureusement, aujourd'hui, le nombre de licenciés au Maroc est très bas. Nous sommes à quelque chose comme 300 000 licenciés, tous sports confondus, c'est quand même trop bas pour l'investissement que nous déployons. Les résultats que nous avons, bien sûr, nous avons des résultats extraordinaires en football, en athlétisme, etc. Mais il faut que les autres sports suivent aussi, parce qu'il y a des sports où nous sommes quasiment inexistants. Justement, on va en parler tout à l'heure de ces autres disciplines et ce qu'il faudrait pour leur donner, pour qu'on arrive à des résultats qui soient aussi bons, en tout cas. Dans les autres disciplines, je me tourne vers vous, Monsieur Anas Bakhar. Parlons de Yacine Bono. Donc, Yacine Bono qui méritait un titre, qui a fait polémique cette année, donc qui méritait un titre qu'il n'a pas eu. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? C'est vrai qu'on attendait à voir enfin un Marocain être primé dans cette... En sachant qu'il est, excusez-moi de vous interrompre, le meilleur joueur d'Afrique. Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a eu, déjà eu cette première polémique-là lors de la cérémonie du Ballon d'Or, lorsque Yacine Bono a été, comme vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit, le premier Marocain, en tout cas le premier Africain le mieux classé et premier gardien le mieux classé dans le top 30 du Ballon d'Or, mais malheureusement pas présent non seulement dans le 11 type, mais également dans le trophée Yacine qui avait été attribué au champion du monde Emiliano Martinez.
On retrouve ce même cas de figure, cette fois-ci pour les CAF Awards, avec le titre de meilleur gardien attribué à Bounou. Malheureusement, dans le 11 type, on retrouve le Camerounais André Onana. Je ne pense pas que ce soit une polémique, parce que ce sont deux types de votes. Ce sont des votes différents, donc forcément, peut-être que la manière dont les gens ont voté leur 11 et la manière dont ils ont voté justement en tant que gardien tout seul, forcément Bounou apparaissait comme le premier évident, tant sa saison a été importante avec le CVFC, que ce soit d'abord en sauvant le CVFC de la relégation en la Liga DOS, ou bien même avec le sacre en finale de Ligue Europa. Comme d'habitude, on retrouve le CVFC vainqueur de la Ligue Europa. Malheureusement, on peut se dire que c'est dommage de ne pas retrouver quand même qu'il y ait une sorte de cohérence dans ces deux votes. Mais tant que le Maroc est sur la scène et qu'il est présent pour être récompensé, en tout cas avec ce titre de meilleur gardien, je trouve que c'est déjà une belle avancée, même si on ne retrouve pas cette avancée-là dans le 11 type. Et Monsieur El Kerf, on va aller un peu plus vite. Là, on va parler de Monsieur Regragui, donc notre entraîneur, qui a également été nommé meilleur entraîneur africain, tout comme l'équipe nationale d'ailleurs, par rapport à l'exploit dont vous parliez tout à l'heure et que vous n'arrivez pas à oublier. Donc c'est pour ça que je vous laisse commenter là-dessus justement. Sans surprise, j'ai envie de dire. Je pense que Walid est derrière l'exploit et l'homme de cet exploit. Si on devait en choisir un de toute cette équipe nationale, on choisirait son sélectionneur. C'est comme ça, c'est dommage pour les joueurs, mais parce qu'il a changé, il a pris les rênes, il a pris ce défi fou à quelques jours de la Coupe du Monde. C'est pas n'importe qui pourra accepter ça. Il n'est pas parti pour dire qu'on allait revenir du premier tour. C'était pas un groupe facile. On sort quand même tête de ce groupe. On a vu pendant ses discours, on a vu sa façon de faire, on a vu qu'il a su trouver les mots pour redonner vie à ce groupe-là qui perdait de son éclat avec l'ancien sélectionneur, qui a beaucoup travaillé aussi, parce qu'on lui doit beaucoup dans cette sélection-là. Mais aujourd'hui, Walid a gravi les échelons petit à petit, en commençant au plus bas avec le FUS, en arrivant à remporter un titre national avec le FUS qui n'avait pas goûté à ça depuis des années. Après, le cercle continental avec le Wydad, qui était exceptionnel, une année historique pour le WAC qui passe à côté d'un triplé. La suite logique a voulu qu'il soit, je pense, le meilleur sélectionneur de cette Coupe du Monde après Scaloni qui a été sacré tout logiquement. Je pense que Walid mérite ce titre-là. Et en tant qu'homme aussi, ce qu'il a fait et comment on peut le voir comme exemple pour tous les entraîneurs qui commencent aujourd'hui, qui ne brûlent pas les étapes, qui commencent doucement dans des clubs qui peuvent très bien gérer pour pouvoir briller, pas se brûler les ailes justement et aller petit à petit jusqu'au sommet de l'Afrique et pourquoi pas le sommet du monde comme a fait Walid. Et je pense que pour un Marocain qui a été formé à l'étranger, puis qui a goûté à la formation locale et africaine, je pense qu'aujourd'hui, il est dans le panthéon des meilleurs sélectionneurs de l'histoire du football africain. Ce n'est pas moi qui le dis, ils sont rares à avoir remporté la Ligue des Champions, avoir remporté des titres dans leurs pays respectifs et avoir pu mener leur équipe nationale, je pense, dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Alors, les contrats, ils ne seront pas nombreux, ils seront 5, 6 maximum, et Walid en fait partie. Et je pense qu'aujourd'hui, le sélectionneur mérite tout ce qu'on dit de lui. Et je pense qu'il n'en finira pas là, il ira encore plus loin, aller chercher encore quelques étoiles. L'entraîneur qui ira donc plus loin, qui a un titre bien mérité, qui pourrait être un exemple pour les futurs entraîneurs. Monsieur Birouk, on peut parler d'équipe nationale sans parler d'exploit des U23. Des U23 qui vont également être présents au JO 2024. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Tout d'abord, c'était un titre qui manquait au football marocain. Et puis, il fallait relever 2 défis. Le défi d'arriver à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Et donc, il y avait une pression monstre du fait que nous étions le pays organisateur. Donc, il fallait atteindre la finale ou finir dans les 3 premiers pour se qualifier directement. Et ensuite, la compétition était très relevée parce que les quelques grandes nations connues pour la qualité de leur formation sur le continent ou à travers leur diaspora étaient présentes. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte a été un adversaire qui nous a poussés dans nos derniers retranchements. La Guinée nous avait déjà donné un aperçu lors du match d'ouverture de ce qui nous attendait pendant toute la compétition, sans oublier le Mali, le Ghana, etc. Mais la réussite de ce groupe, c'est qu'il y a un travail de prospection-détection qui a été effectué, notamment sur le continent européen par des scouts qui travaillent pour la fédération, qui ont repéré ces jeunes.
c'est des projets qu'on a présentés à ces jeunes, parce qu'ils ne sont pas venus seulement, je dirais, parce qu'il y a eu, je dirais, un choix par défaut, parce que la sélection du pays d'accueil ne les a pas, je dirais, pris en compte. Non, ce sont des jeunes qui sont arrivés dès les plus jeunes catégories, c'est-à-dire en U18, en U20, en équipe du Maroc. Donc il y a un amour pour le Maroc. Et ensuite, il faut réussir à amalgamer plusieurs écoles de football. Nous avons les néerlandophones, nous avons les hispanophones, nous avons les francophones. Et donc, ce qui les réunit, le dénominateur commun, c'est l'amour du maillot de l'équipe du Maroc, c'est le fait de défendre les couleurs du Maroc et de pouvoir se dévouer pour cette cause. Et on l'a remarqué tout au long de ce parcours qui a été semé d'embûches, avec beaucoup de difficultés, comment des leaders ont émergé, notamment ceux qui ont disputé la Coupe du Monde et qui avaient l'âge pour pouvoir disputer la compétition, Zezouli, Khenous, et comment d'autres se sont mis au diapason et ont réussi à taper dans l'œil du sélectionneur Walid El-Ghalaghi au point où aujourd'hui, ils vont faire partie certainement de l'aventure en Cannes. On pense à Ismaël Sebari du PSV Eindhoven, à Bouchouari de Saint-Étienne, à Richardson, qui a le privilège d'avoir une triple nationalité, parce que la maman est marocaine, le papa est américain, il est né au Maroc, mais il est né en France, il a choisi de défendre les couleurs du Maroc. C'est quand même un sacré pari. Donc aujourd'hui, le premier jalon a été posé. Et le challenge pour ce groupe, dans quelques mois, c'est d'aller faire la meilleure campagne olympique de l'histoire du football marocain. Jusqu'à maintenant, on se souvient que le Maroc n'a passé le premier tour au JO qu'une seule fois en 1972. Donc aujourd'hui, on prend le pari que ce groupe pourra passer le premier tour et à partir de là, il y aura la phase d'élimination directe avec les quarts de finale. Donc l'appétit viendra en mangeant et on espère être parmi les potentiels médaillables dans cette compétition. On espère, on est bien parti en tout cas. Ça serait bien d'avoir une médaille olympique en football. Pourquoi pas. En sport collectif tout court, parce que je pense qu'on a eu droit aux exploits individuels, mais en collectif, ça manque un peu. Monsieur Daouda, il y a une autre catégorie qui s'est distinguée, vous me voyez venir, on va parler des U17. Alors, les U17, théoriquement, les pays qui ont un bon système scolaire brillent dans ces catégories-là. Parce que à la base, c'est du sport scolaire. Or, quand on regarde ce qui se passe en Afrique, etc., ce n'est pas tellement le système scolaire qui donne les résultats. Ce sont des centres de formation à travers l'Afrique. Aujourd'hui, justement, le Maroc, avec ces centres de formation, a compris que nous n'avons ni le système américain pour former des sportifs dans les écoles et les universités, parce que les écoles et les universités marocaines n'en ont pas les moyens. Nous n'avons pas de très grands clubs qui s'intéressent véritablement à la formation. Et malheureusement, même les clubs qui ne faisaient que ça, ce sont des parties de cette mission. Et donc, qui va former les joueurs? Eh bien, ce sont des centres de formation, c'est l'académie. Et à partir de là, nous commençons à voir les premiers résultats. Donc, c'est un système qui est en train de se mettre en place. Et je pense que c'est de bon augure, parce que si vous avez de bons U17, toutes les autres catégories vont marcher après, parce que c'est un système. Si vous mettez en place un système, vous avez les premiers résultats en U17 et toutes les autres catégories vont bénéficier justement de ces résultats-là parce que c'est la même formation qui va continuer et c'est les mêmes effectifs. Bon, maintenant, il faut aussi avoir une vision. On l'a aujourd'hui, il faut qu'elle continue. Et il faut une stabilité de l'encadrement. Il faut aussi que les entraîneurs puissent grimper avec leur catégorie, etc. Saïd Chiba doit aller un peu plus haut et à chaque fois aller plus haut avec l'équipe, etc. Si on arrive, justement, c'est la politique actuelle de la fédération, mais il faut la maintenir, si on arrive à garder ça et avoir justement cette patience d'attendre que l'entraîneur grimpe avec ses sportifs, qu'il change de catégorie avec ses sportifs, qu'il ait cette continuité, qu'il ait aussi cette vision, cette ambition d'aller plus loin, je pense qu'on aura mis le football marocain sur la bonne voie et pour une période, en attendant que d'autres trouvent une autre astuce pour nous battre. Et ce qui est certain, c'est qu'avec ce groupe, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 steps. Il y a eu la Coupe d'Afrique, où le Maroc a failli ne pas participer. Le Maroc a réussi à se qualifier pour la compétition. Il est allé en quart de finale, il a joué un match couperé face au pays organisateur. Et il est arrivé en finale de la compétition. Il était à 10 minutes près d'un sacre dans cette catégorie. Et puis il fallait confirmer plusieurs mois plus tard en Indonésie, dans un autre contexte totalement différent, avec un groupe qui a été remanié, parce que entre le groupe qui est parti à la Coupe d'Afrique, qui était majoritairement formé de joueurs de l'académie, de l'ASFAR, du FUS et peut-être un peu du Hassani Agadir, il y a eu l'apport de joueurs expatriés formés dans des clubs européens,
qui ont apporté un petit zeste de rigueur. Mais ce qui est certain, c'est qu'il fallait le leader adéquat pour ce groupe, et c'est Saïd Chiba. Saïd Chiba est quelqu'un qui a un diplôme académique, formé à l'Institut Moulay-Rachid, qui a connu une carrière au Maroc et à l'étranger, qui a été international. Et donc, il fallait un pédagogue formateur qui a porté ce projet et réussi à arriver jusqu'en quart de finale de la compétition. On était à 10 minutes près d'une possible demi-finale, mais je pense que ce n'est que partie remise parce que le système est en place et que normalement les ingrédients de la réussite existent. On retiendra donc que le système est en place et que les ingrédients de la réussite existent, en espérant bien évidemment qu'on va voir ces résultats dans les années à venir. Je me tourne vers vous, Monsieur Elkarf. Comment, vous qui avez parlé, enfin vous tous qui avez comme coup de cœur ce mondial féminin, comment expliquer cette prouesse donc, de l'équipe féminine? Et quand on fait le parallèle avec l'équipe masculine un an plus tôt, finalement, on ne parle plus de hasard. Tout à l'heure, dans mes coups de cœur, j'ai oublié de mentionner la Coupe du Monde féminine, et je m'en excuse d'ailleurs, parce qu'on a vécu autant d'émotions avec cette équipe-là, parce qu'on ne l'attendait pas, justement. On était déjà content d'être en Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire, après justement une CAN historique à la maison, où on a battu bien des records d'affluence, et ça veut tout dire. Ça veut dire que le public marocain est prêt à vous suivre, tant que vous donnez... pas forcément des résultats, mais vous jouez pour le maillot, que vous mouillez le maillot, que vous montrez beaucoup de régularité, de rigueur et de bonne volonté, le public marocain va vous suivre. Et ce qui s'est passé, ils ont été portés par cet exploit de l'équipe nationale de Walid Regragui, justement, pour leur faire croire qu'on a eu l'impression que les filles croyaient vraiment que tout était possible, même dans un groupe difficile, sauf que pour le coup, elles ont eu beaucoup de difficultés à se remettre dans le bain après une lourde défaite d'entrée. L'Allemagne. Oui, quand tu prends un tel match contre l'Allemagne en ouverture pour ta première en Coupe du Monde, pour s'en remettre, c'était très compliqué. Et rien que pour ça, moi je dirais chapeau, parce qu'elles ne se sont pas seulement remises de cette première défaite, elles ont pu renverser des montagnes pour se qualifier en gagnant les 2 matchs qui ont suivi. Donc après, elles étaient toujours un peu très courtes par rapport à l'expérience des adversaires. On n'a pas eu un tirage facile aussi au deuxième tour, au 8e de finale, en tombant contre la France, qui était l'une des grands favoris de cette compétition. Mais on ne pourra que les applaudir parce que ce qu'elles ont fait était tout juste exceptionnel et qui prouve encore une fois que dès qu'il y a un travail organisé, bien ficelé, qu'il y a un peu de cohérence, les résultats suivent. Et même si c'était une surprise de voir cette équipe nationale, de voir les Lions en deuxième tour, quand tu vois qu'il y a quand même beaucoup de travail et que le plan Marshall détonné il y a quelques années plus tôt finit finalement par porter ses fruits, au mondial, qui plus est devant, je pense que c'est l'événement de football féminin le plus suivi de la planète, encore plus cette Coupe du Monde qui était très très suivie, même s'il y avait des histoires de décalage horaire avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je pense que tout le monde a suivi et aujourd'hui le Maroc fait partie du top 16, a fait partie du top 16 et ça prouve encore que le travail, la rigueur, la discipline, même si je me répète, c'est ce qui finit par payer et qu'il n'y a pas surtout dans ce sport-là, il peut y avoir des coïncidences, on peut avoir des beaux accidents de parcours, etc. Mais que voir tes équipes nationales réussir l'une après l'autre, ça prouve qu'il y a du travail derrière. Le travail qui paye. Monsieur Bchar, je rappelle d'ailleurs qu'avant de clore ce chapitre sur le football, l'exploit de l'équipe futsal, donc, qui ont été championnes également. Et je vous lance là-dessus, Monsieur Bchar. C'est vrai que quand on a parlé justement que ce soit de la Coupe du Monde féminine, on parle de l'équipe du Maroc de futsal, on voit que clairement on vient englober tout cela, ça vient clairement récompenser un travail de la Fédération royale marocaine. Je voulais rapidement revenir aussi sur la Coupe du Monde féminine avec, c'est d'ailleurs lequel on avait parlé, de ce plan Marshall qui avait non seulement été venu remodéliser le championnat national, il y avait eu la question aussi de contrat professionnel avec un seuil minimum qui permettait aussi aux joueuses de pouvoir en quelque peu vivre de cette profession et de voir aussi que plusieurs internationales marocaines à l'étranger ont répondu à l'appel, de voir aussi que ce projet-là, avec un sélectionneur d'envergure quand même, qui est Renan Pedros, qui a connu beaucoup de sacres
avec l'Olympique lyonnais, la section féminine de l'Olympique lyonnais qui est l'une des meilleures au monde et d'Europe. Forcément, on ne peut que féliciter la Fédération royale marocaine de football de voir que tout cet accompagnement depuis même chez les jeunes filles aussi, on le rappelle, il y avait aussi, je crois que c'était la Coupe du Monde U17 féminine, où on avait vu les jeunes marocaines aussi réaliser un bon parcours en Inde. Donc forcément, on sait qu'aujourd'hui, il y a du travail qui est bien fait, l'éducation, la formation, l'accompagnement. Forcément aussi, ces joueurs-là qu'on retrouve dans les catégories de jeunes ne se retrouvent pas tout le temps en équipe A. Si je prends par exemple l'équipe de France avec qui avait gagné des championnats d'Europe et du monde, où on retrouve certains seulement qui se retrouvent en équipe A, que ce soit Paul Pogba ou Kylian Mbappé avec la sélection principale. Mais en tout cas, on ne peut que féliciter la fédération pour ce travail-là et ça ne peut d'augurer de bonnes choses pour l'avenir. Un travail qui augure donc de bonnes choses, Monsieur Birouk. Parlons maintenant des clubs. Alors, je voudrais quand même ouvrir une parenthèse par rapport au futsal. Dites-moi quel pays a réussi à qualifier sa sélection de futsal en quart de finale, sa sélection A en demi-finale Coupe du Monde et sa sélection féminine au deuxième tour de la Coupe du Monde. Je pense qu'ils se comptent dans les doigts de la main. Je pense que même l'Argentine ou le Brésil n'ont pas fait aussi bien que nous. Maintenant, au niveau des clubs, c'est là où peut-être on va parler de performance sur le continent, mais également, je dirais, d'un train de vitesse. Parce que nous avons d'un côté l'équipe nationale, nous avons de l'autre côté la gouvernance des clubs. Si sur le plan continental, Wydad a atteint la finale de la Coupe de la Ligue des Champions, était à 20 minutes de conserver son sacre acquis sous la houlette de Walid Regragui en 2022, l'impression c'est qu'il va falloir quand même donner un coup de boost à ce championnat et surtout accélérer le processus de réforme, avec notamment la création des sociétés sportives, pour continuer à avoir le même rendement sur le plan continental. Nous avions un temps d'avance sur nos rivaux, mais nous risquons, si nous n'avançons pas, d'avoir affaire à forte concurrence, parce que les clubs égyptiens, notamment l'Ali, est très bien structuré. Nous avons aujourd'hui la concurrence qui vient d'Afrique du Sud avec Mamelodi Sundowns. Il faudrait quand même saluer le fait que Mamelodi Sundowns, par exemple, ait gagné l'African Football League masculine et la Champions League féminine. Donc aujourd'hui, c'est un gros challenge pour nos clubs. Mais maintenant, il va falloir quand même parler de bilan globalement positif, parce que le Wydad a aussi atteint la finale de l'African Football League et il aurait fallu peut-être ce petit zeste d'énergie pour pouvoir tenir le résultat du match aller à Pretoria et réussir à gagner cette compétition qui en était à sa première édition. Cette année, nous avons déjà la Renaissance sportive de Berkane qui est déjà qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de la CAF et on espère que le Wydad, sur les 180 minutes qui lui restent, va pouvoir se ressaisir et se qualifier peut-être d'une courte tête pour les quarts de finale de la prochaine édition de la Champions League. Tout à fait. Dans le même sens, à propos des clubs, rapidement, dans la même parenthèse, je pense qu'on a l'objectif 2030 tous en tête. On aura une Coupe du Monde qui viendra à la maison. Elle sera partagée entre 3 pays voisins, le Portugal, l'Espagne et le Maroc. On connaît les clubs en Espagne. On sait à quel point ils sont structurés. On ne va pas demander à se mettre à niveau tout de suite en 7 ans. On aura encore 7 ans de travail. On ne va pas se mettre à niveau du Real Madrid ou de l'FC Barcelone, mais de s'en rapprocher un maximum, au moins au niveau de la gouvernance, au moins au niveau du sérieux. Je parle pas, on va pas aller fantasmer sur faire pareil que ce qui se fait en Europe, parce qu'on viendra le faire à l'africaine, on viendra le faire à la marocaine comme nous, mais au moins qu'on prenne exemple sur ces clubs-là, et même les clubs portugais, parce qu'on voit un club aussi formateur et omnisport comme le Benfica ou même Porto qui brille tout le temps, toutes sections confondues et tout sport confondu. Niveau gouvernance, au niveau du football marocain, surtout pour les clubs, il faut suivre pour éviter justement qu'on se retrouve un peu avec une équipe nationale des équipes nationales qui se valent sur le papier, parce qu'au final, pour arriver en demi-finale en 2022, on a dû sortir nos 2 voisins qui sont justement dans le même dossier, donc, et avec des clubs à des années-lumière. C'est le cas aujourd'hui, il faut juste redresser la barre, travailler, et on a encore 7 ans, ça peut aller très vite, et je pense que beaucoup de choses peuvent arriver en 7 ans. Mais ça va aussi arriver très très vite et il faut se mettre au travail d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que nous avons une métaphore qui peut valoir pour le football marocain. Nous avons un TGV, qui est la fédération, et nous avons des wagons qui parfois marchent à l'ancienne et qui devraient peut-être atteindre la même vitesse de croisière que ce TGV. On retiendra donc ça, et c'est avec cette dernière parole de M. Birouk qu'on va clore le chapitre football pour pouvoir
parler des autres disciplines et je vous interpelle, Monsieur Daouda, sur l'athlétisme, justement, Sofiane Brkali. Il n'y a pas eu que Sofiane Brkali au championnat du monde, parce qu'on a eu un championnat du monde cet été à Budapest où Sofiane justement a brillé en remportant sa 5e médaille. Mais il y a eu la surprise de Fatima Brdadi qui a eu une médaille que personne n'attendait. Alors qu'en fait, elle en avait le potentiel, parce que quand on regarde la performance qu'elle a réalisée en championnat du monde et ce qu'elle avait réalisé ici même à Rabat, lors du marathon international de Rabat, elle était dans le même ordre d'importance ou de qualité. Et donc, c'est une fille qui avait un potentiel, mais personne n'avait vu ce potentiel. Et ça, c'est la faute des médias. Je m'adresse à mon ami Biro, peut-être qu'il n'en parle pas assez à la radio. Donc, on a tous été surpris de dire, tiens, elle est une fille qui est médaillée. Et dès qu'on a commencé à chercher dans les résultats, enfin, je parle de ceux qui ne la connaissaient pas, on s'est rendu compte qu'elle n'a fait que confirmer son niveau. Donc c'est la même performance chronométrique. Exactement, la même performance chronométrique qu'Arabat. Donc, c'est pour vous dire que le potentiel est toujours là et que l'athlétisme marocain mérite bien évidemment de briller à ce niveau et d'aller encore plus loin. Et j'espère que dans les années à venir, on va retrouver l'aura de notre athlétisme national, on est un peu plus présent. Mais ce que je souhaite aussi pour l'année prochaine, c'est que Sofiane devienne enfin médaille olympique. C'est presque quasi atteint, si vous voulez, objectivement, parlons. Mais maintenant, il y a la compétition, bien évidemment, parce que ça ne se décrète pas comme ça. Mais qu'il soit aussi recordman du monde, parce que c'est dans ses cordes et ses possibilités. Et ce serait l'apothéose, qu'il soit double champion olympique, c'est-à-dire qu'il aurait gardé son titre olympique 2 fois. Très peu d'athlètes marocains ont gardé leur titre 2 fois, 3 fois de suite. Non, dans les championnats du monde, si. Dans les Jeux olympiques, aucun. Et donc, s'il arrivait à être champion olympique, donc ça va être le seul champion olympique marocain à garder son titre 2 fois de suite. Mais s'il concrétisait ça aussi avec un record du monde, ce serait juste fantastique. Espérons. On croise les doigts, il en a le potentiel en tout cas. Exactement. Un mot là-dessus, Monsieur Bkhar? Je pense que, j'ai les spécialistes à tout dit, mais c'est vrai que on voit que dans l'athlétisme, on a peut-être encore du mal à voir vraiment beaucoup plus de prétendants au titre final, au sacre final, que ce soit aux Jeux Olympiques ou dans les compétitions internationales, que ce soit même les championnats du monde d'athlétisme, la Diamond League, si on peut en parler. Même Sofiane Brkali avait réalisé de très belles performances lors de la dernière édition. À voir cette fois-ci si El Brkali va réussir à garder son titre, qui serait une première mondiale, enfin, serait une première mondiale comme l'ont dit mes collègues. Mais en tout cas, on est très content de voir que l'athlétisme marocain brille un peu plus à l'international face à des cadors, que ce soit l'Éthiopie, notamment dans les courses, que ce soit le marathon, même le demi-fond. Donc, à voir ce qu'ils feront lors des prochains Jeux, Inch'Allah. L'athlétisme marocain qui continue donc à briller. Parlons maintenant de la boxe. Et je me tourne vers vous, Monsieur El Kerf, pour parler de cette championne, donc Khadija El Merdi, qui est première femme arabe et africaine à avoir obtenu l'honneur de la couronne mondiale des plus de 81 kilos. Moi, j'avais juste une petite parenthèse. On ne va pas abuser avec les parenthèses pour l'athlétisme. Mais je pense que moi, pour ma génération, on a grandi avec des champions qu'on voyait à la télé et qu'on idolâtrait. À la limite, je pense à des Hicham Garouj et compagnie. Mais moi, si j'espère quelque chose pour l'athlétisme marocain en 2024, c'est qu'il retrouve au moins sa popularité d'antan auprès des jeunes générations qui arrivent. Je pense des 10 aux 16 ans. Que l'athlétisme soit à nouveau populaire, que les jeunes s'identifient aux athlètes, comme à l'époque, quand on courait dans la rue, on faisait des courses de rue, et chacun s'identifiait à un athlète marocain. Ça faisait plaisir de voir ça, et j'espère vraiment qu'il y aura un travail de remise de popularité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour l'athlétisme marocain, qui pourra faire un grand bien, surtout pour les jeunes qui arrivent, et pour la formation, justement. Pour ce qui est de la boxe, je pense que Khadija, c'est l'exemple de la femme marocaine parfaite qui peut faire les deux. Je pense qu'elle revient d'une grossesse, encore une fois. On en parlait tout à l'heure avec M. Biro. Oui. Justement, et elle a marqué l'histoire à nouveau. Et aujourd'hui, elle domine sa catégorie. Je pense qu'elle est numéro 1 contestée aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pro-professionnel de la boxe féminine, je n'ai pas trop suivi, mais je sais que Khadija a beaucoup travaillé pour arriver là où elle est aujourd'hui. Elle a beaucoup bataillé, et aujourd'hui,
peu de gens pariaient sur son retour en une aussi bonne forme et rigueur, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il lui est arrivé de faire des arrêts et de revenir, que ce soit à cause de la blessure ou à cause de la grossesse. Mais son sacre a fait plaisir à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai suivi que la finale. Et je pense qu'elle était largement au-dessus et elle a enfin mérité ce sacre-là parce que je pense, si mes souvenirs sont bons, elle a été volée 1 ou 2 fois en finale. Aussi, mais cette fois-ci c'était la bonne et ça faisait vraiment plaisir de voir le drapeau marocain, boxe féminine, et surtout Khadija Mardi en tant que personnage, en tant que personnalité sportive marocaine qui est l'une des meilleures sportives marocaines de l'histoire du pays aujourd'hui. Et dans le même ordre d'idée, Khadija Mardi, c'est une lutte contre les préjugés, parce qu'elle vient d'un quartier difficile où, je dirais, le patriarcat existe. Aller pratiquer un sport aussi viril que la boxe, qui n'était pas à l'origine destiné aux femmes. Ensuite, s'occuper de son foyer, pouvoir baisser d'une trentaine de kilos pour pouvoir se remettre. Vous savez quels efforts elle doit consentir pour pouvoir se priver de certaines choses, pour pouvoir descendre, retrouver le poids de la catégorie. Et ensuite, être champion du monde en moins 81 kilos, ce n'est pas un poids olympique. Y aller briguer la qualification africaine en moins de 75, c'est aussi un effort supplémentaire. Donc, vous imaginez quels efforts ces boxeuses, parce qu'elles seront au nombre de 3, au Khadija Mardi, il y en a 2 autres qui seront au JO de Paris, doivent consentir pour pouvoir nous faire rêver dans quelques mois. Tout à fait, il reste un peu moins de 2 minutes, là, on est vraiment à la bourre. On ne peut pas tout aborder, mais j'aimerais quand même rester avec vous, Monsieur Birouk, puisque vous étiez en train de discuter. Et parler des autres disciplines. Les autres disciplines, quel bilan pour cette année et comment avoir ce même élan qu'on a, ces prouesses-là qu'on a enregistrées au niveau de l'athlétisme, de la boxe et du foot national? Tout est question déjà de budget et d'hommes. Tout est question de budget et d'hommes. Aujourd'hui, vous avez à la tête de certaines disciplines qui nous marquent avec leurs résultats comme le football, des personnes passionnées, des personnes qui ont pu trouver les moyens pour pouvoir aider leur discipline à décoller. Et vous avez également le potentiel. Aujourd'hui, nous avons des résultats intéressants en cyclisme, mais ça reste limité sur le plan continental. Donc, il faut que davantage de sponsors puissent investir pour pouvoir avoir des équipes professionnelles au Maroc. Vous avez les arts martiaux avec le taekwondo, le judo, le karaté, qui tiennent leur rang sur le plan continental, mais qui ont du mal à je dirais, traverser le fameux plafond de verre. Et puis, on attend d'autres disciplines plus confidentielles. On a eu un résultat extraordinaire en canoë-kayak avec un franco-marocain, c'est Mathis Soudi, qui est médaille de bronze au championnat du monde. Mais il ne faut pas oublier que ces disciplines, pour l'instant, la fédération est sous le coup de beaucoup de polémiques. Donc, il va falloir quand même qu'on mette les jalons. Il y a le golf aussi qui arrive. Le golf, tout à fait. Il y a eu Inès Khalej qui a eu un bon exploit. Mais on arrive déjà au terme de cette émission. On en parlera peut-être une autre fois. On reviendra l'année prochaine pour un autre bilan. Tout à fait. Merci à vous, Monsieur Amine Birouk. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Radio Mars. Merci à vous, Monsieur Daouda, donc Aziz Daouda, qui est directeur technique et du développement de la CAA. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir était Merci à vous également, Monsieur Nassim El-Kref. Vous êtes journaliste sportif au Desk. Non, ça c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Je suis journaliste sportif tout court. Vous êtes journaliste sportif. Merci d'actualiser donc l'information. Et enfin, merci à vous, Monsieur Anas Bkhar. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Foot Mercato. C'était un plaisir de vous avoir tous les 4 avec nous. C'est la fin de Questions d'actu pour cette rétro d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle rétro.